On a évoqué tout à l'heure l'ASIL comme étant donc quelque chose qui va devenir obligatoire, mais comme toute chose, et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, on insiste sur la dimension de l'esprit de ce qui est porté par ces différentes lois, il ne s'agit pas de mettre en place des structures pour mettre en place des structures. S'il s'agit simplement de mettre en place une CIL avec un point de vue institutionnel, c'est quelque chose qui va poser des difficultés. Alors, on a fait 4 diapos là sur les enjeux pour les différents acteurs. Au fond, on va voir que les EPCI sont concernés par des enjeux de cohésion sociale et de solidarité. Et c'est ce qui va les occuper, c'est ce qui va les préoccuper. Et d'ailleurs, s'engageant dans ces démarches, on a fait, il y a quelques années maintenant, 3 ans, une étude sur la rénovation urbaine et les politiques de peuplement. On s'est rendu compte que pour les EPCI, autant rencontrer un intérêt des techniciens pour travailler sur la question des attributions, parce qu'ils voyaient bien les enjeux des équilibres, autant au niveau des élus, il y avait une énorme prudence, parce que ces notions d'équilibre territorial renvoyaient aussi aux notions d'équilibre politique et de la façon dont étaient gérés, au fond, au sein d'un EPCI, les équilibres entre les différents élus, et ce qui n'est pas une mince affaire. Donc, cohésion sociale et solidarité, mais c'est à chaque fois dans des contextes très différents. Les questions de déséquilibre ne sont pas identiques partout, donc il y a des réalités locales, et puis il y a des degrés de convergence des élus, c'est-à-dire les uns et les autres, vous travaillez, vous êtes concernés par un EPCI particulier, chacun a au fond son histoire dans sa constitution, son histoire dans les rapports entre élus, et c'est un facteur, et on le verra tout à l'heure, que c'est aussi un facteur important à travailler. Mais bien évidemment, on ne part pas de la même chose, on ne part pas du même point de départ, en quelque sorte, quand on a des élus qui sont dans une grande convergence, parce que ça fait des années qu'ils travaillent dans ce sens-là. Je prendrai un exemple qui est peut-être hors d'échelle ici, mais si je prends le Rennes Métropole, c'est depuis fin des années 50, les élus locaux ont appris à travailler ensemble. Si je prends l'agglomération de Nancy, c'est pareil, il y a une culture locale qui fait qu'on apprend à travailler ensemble, même si on n'est pas politiquement sur le même positionnement. Donc chacun, dans son EPCI, a affaire aussi à des élus, et on va voir que l'un des enjeux, notamment de la CIL, c'est comment est-ce qu'on implique et on favorise le travail de convergence des élus. Si on prend... tu as été un peu plus rapide que moi. Donc, on est au cœur aussi de la définition d'une politique de l'habitat. Donc, il y a bien sûr les PLH, mais on peut aussi se dire que chaque EPCI est concerné par le développement de son territoire. Donc, aborder la réforme sous cet angle-là, ça peut être aussi un enjeu pour les élus de se rendre compte que la CIL, c'est aussi une façon de réfléchir au développement de son territoire et donc d'avoir une connaissance de son territoire. Même s'il n'y a pas de grands déséquilibres sociaux, on verra que dans le diagnostic, il y a la possibilité d'avoir des éléments d'information que peut-être n'ont pas eu jusqu'à présent les EPCI. Pour l'implication des bailleurs, donc on voit que bien évidemment les bailleurs sont très concernés par l'équilibre social dans leur parc. Et on verra tout à l'heure que dans le diagnostic, eux, ils sont confrontés dans la proximité à ce qui se passe très concrètement dans leur résidence. Et puis, ils ont une responsabilité, bien évidemment, au niveau des attributions et de la gestion sociale. Alors, les organismes, et on le verra sans doute dans les échanges, ont aussi donc une lecture, une analyse des enjeux de peuplement, parce qu'ils sont dans la proximité, parce qu'ils possèdent aussi une connaissance. On le verra sur les enquêtes d'occupation du patrimoine social. Ils ont là des données quantitatives qui peuvent être tout à fait importantes, comme ils ont des données qualitatives par la remontée, en particulier de leurs acteurs de terrain, même si on peut discuter ensuite, et ça sera tout l'objet du travail collectif à faire. On a aussi donc des organismes qui sont depuis longtemps engagés dans des démarches autour de la mixité sociale et de l'accès des publics prioritaires. On a vu se développer, là aussi, aujourd'hui, on n'est pas dans la même période qu'il y a 20 ans ou 30 ans,
les commissions d'attribution de logement, dans certains contextes, là encore ça dépend des contextes, sont devenues beaucoup plus partenariales. Moi j'ai en tête, quand on a fait ce travail pour le CES de l'ANRU, y compris des cas où on invitait des travailleurs sociaux, des centres sociaux qui connaissaient bien le quartier, justement, pour travailler sur ces questions d'équilibre. Et puis, on a aussi la montée en compétences et en appui des associations régionales, et je pense que tout à l'heure on aura l'occasion d'en parler, notamment qui sont un acteur particulier, qu'ont mis en place les organismes et qui sont en capacité d'apporter des éléments de connaissance pour les acteurs. Et puis on a donc les associations de lutte contre l'exclusion. Là c'est pareil, on a beaucoup progressé sur ces questions. Il y a un enjeu donc pour elles de les associer, même si vous le disiez tout à l'heure, les publics ultra prioritaires des accords collectifs sont peut-être un peu différents de ce qu'on appelle la précarité socio-économique. Mais on voit bien l'intérêt aussi d'associer ces acteurs, et c'est là où on voit d'ailleurs que cette idée de travailler ensemble, tous ces éléments-là, c'est tout à fait important pour les acteurs locaux. Et puis, on voit aussi que l'importance à impliquer les personnes elles-mêmes, des destinataires, des représentants. Ça peut être des associations, mais ça peut être aussi des représentants. Vous savez que de plus en plus, on développe des démarches qui associent les usagers, et bien, y compris dans ce cadre-là, ça peut être intéressant de réfléchir à la façon dont on peut associer les usagers sur ces questions. Et puis, on va voir l'implication de l'État. Il y a un rôle de copilotage, même si après on verra comment l'État peut intervenir dans des contextes où il y a de multiples démarches qui se mettent en place. Mais en tout cas, on a des services déconcentrés qui sont à l'interface aussi de l'administration centrale, qui sont aussi en capacité de faire remonter, parce que on parlait tout à l'heure de la loi, des calendriers, mais on sait très bien aujourd'hui, et depuis de nombreuses années, la loi, c'est pas simplement quelque chose qui arrive d'en haut et qui descend d'en bas. Il faut savoir que la plupart des lois sont des choses qui ont été élaborées sur la base de pratiques existantes, avancées dans certains territoires, et qui servent de point d'appui pour constituer la loi. Et on a donc aussi des cultures professionnelles de l'État qui sont mobilisables. Et d'ailleurs là, on le verra tout à l'heure, peut-être à discuter entre les DDT et puis les DDCS, comment ces deux entités de l'État travaillent ensemble sur ces questions-là, puisque traditionnellement, on a eu fortement une implication de la DDT sur les questions de l'habitat. Maintenant, on voit aussi comment, au fond, la DDCS, par cette réforme, est introduit dans la démarche. Alors, la composition de la CIL, c'est assez simple. Il y a des collèges, coprésidés donc par le président de l'EPCI et le préfet. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On a des représentants des collectivités des territoires, des collèges des représentants des professionnels, et là d'ailleurs se pose la question de qui représente ces professionnels. Si je prends par exemple les bailleurs, est-ce que c'est tous les bailleurs qui participent à la CIL? Est-ce que c'est des représentants des bailleurs? Est-ce que c'est l'association régionale? Tout ça, c'est quelque chose qui se discute et qui doit être organisé. Et puis, on a le collège des représentants des usagers et des associations d'insertion. Mais l'essentiel, me semble-t-il, si on peut passer à la suivante, c'est de considérer que la CIL, donc la conférence elle-même, n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante, bien évidemment, parce qu'on va avoir besoin d'organiser son travail. La CIL, en gros, ça va être l'Assemblée, mais elle va être aussi composée de groupes de travail. Et je pense qu'on aura dans des exemples qui seront donnés dans les 2 tables rondes qui vont suivre notre intervention. Donc, constituer des groupes thématiques, ça va de soi. Simplement, vous avez vu, j'ai rajouté ici une instance de dialogue intercommunal. Pourquoi j'indique cela? Parce que, au fond, se pose d'emblée la façon dont les élus vont être impliqués dans la démarche. Est-ce qu'ils doivent être impliqués dans la démarche uniquement en assistant à l'assemblée plénière de la conférence, ou est-ce qu'il n'est pas nécessaire
Et cela nous est venu, notamment en voyant un certain nombre de démarches par la pratique, de se rendre compte qu'il était tout à fait pertinent d'installer, pas trop tardivement, une instance, voilà, qui soit une instance de dialogue intercommunal avec les élus. Parce que, qu'on le veuille ou non, dans cette démarche, les élus sont des acteurs qui vont être déterminants. Déterminants pour comprendre ce que fait remonter le diagnostic, déterminants aussi pour statuer sur les équilibres et sur s'accorder d'une certaine manière sur ce qu'ils vont faire, en particulier en matière de production de l'offre, mais aussi d'attribution. D'où l'idée, c'est, selon les contextes, de venir renforcer ce partenariat. Tout à l'heure, je prendrai l'exemple d'Angers. À Angers, l'élu qui est vice-président en charge de l'habitat a décidé, dès qu'il a été question de mettre en place cette démarche, d'installer une instance, de faire le tour de toutes les communes, une trentaine, de faire de toutes les communes, et d'avoir une instance spécifique qui, à chaque étape d'avancée de la réflexion, est sollicitée, à qui on présente les éléments de diagnostic et avec lesquels on décide aussi des scénarios, des objectifs qui peuvent être fixés. Donc je vous invite à vous interroger dans la structuration de la CIL, comment au fond ce travail intercommunal est lui-même travaillé et lui-même renforcé. Ça peut être ce qui a déjà été mis en place dans le cadre d'un PLH quand il y a un PLH, c'est-à-dire où il y a, quand on est dans des grands territoires, je pense notamment à Lille, où ils ont plus de 80 communes, bien évidemment, ils ne vont pas réunir 80 communes ensemble. Donc ils ont constitué 3 grands territoires qui vont permettre d'avoir ce dialogue intercommunal, ces grands territoires étant eux-mêmes constitués par le PLH. Dans les territoires moins tendus, voilà, ça peut être aussi les conseils communautaires, voilà, intégrer. En fait, c'est pas après l'instance, selon les territoires, il ne faut pas créer une nouvelle instance ou un nouveau dialogue. C'est comment, voilà, en fait, la préoccupation, c'est d'associer les élus à l'ensemble de la construction de la démarche, puisque, comme le rappelait Francis, in fine, voilà, le contexte des attributions. Et finalement, notamment dans les marchés peut-être moins tendus, parce qu'il n'y a pas de flux énorme, il n'y a pas beaucoup de rotation, donc il y a un enjeu fort pour les élus à accueillir certains ménages et à répondre aux ménages qu'ils connaissent. Donc là, ils vont pouvoir on va leur demander de contribuer à une politique intercommunale, de s'intégrer dans une vision élargie de l'équilibre territorial à une autre échelle, et il faut qu'ils en saisissent et qu'ils s'approprient l'ensemble des étapes et voilà, qu'ils intègrent les enjeux en question, mais peut-être aussi voilà, d'influer sur après les modalités et les pratiques, voilà, jusqu'où ils peuvent aller, et peut-être qu'il y aura des choses à ajuster au regard aussi de leurs attentes, parce que c'est pas qu'un travail technique, voilà, Donc, la CIL, on le voit, c'est pas simplement une conférence des acteurs institutionnels qu'il faut absolument inviter, c'est vraiment toute une organisation. Et une organisation qui vise le travail partenarial. Et quand on dit le travail partenarial, ça ne veut pas dire que ça soit facile à faire. Il y a des contextes, ça sera plus aisé, dans d'autres, ça sera compliqué. Mais si on oublie ce qui est en jeu, on va avoir quelques difficultés. Le deuxième aspect qui est important à réfléchir dans le cadre de la CIL, mais qui est là plutôt en extérieur à la CIL, c'est de réfléchir au fond aux articulations. Alors bien sûr, là encore, tout le monde ne va pas être concerné, mais premier constat, c'est de dire finalement quelle articulation va-t-on avoir dans le fonctionnement, la réflexion et dans le quotidien ensuite de la mise en œuvre de la réforme, notamment avec des instances préexistantes qui sont liées au public prioritaire et au DALO. En fonction des contextes, je sais que par exemple en Charente-Maritime, ils avaient découpé leur territoire pour faire avoir des instances au plus près des territoires, plutôt que d'avoir une seule commission départementale de l'habitat. Ils avaient fait
6 ou 7, j'ai plus tellement en tête, mais de CLH, de commission locale de l'habitat, qui permettait de traiter ces questions. Donc ça existe. Donc en tant qu'acteur, vous allez être amené à vous poser la façon dont vous allez vous articuler à ces instances existantes, peut-être à les faire évoluer, mais en tout cas, elles ne doivent pas être oubliées. C'est-à-dire que vous ne partez pas d'une page blanche. Et deuxièmement, pour ceux qui sont dans des démarches de rénovation urbaine, qui ont pu être déjà d'ailleurs engagés dans un premier PRU, il y a peut-être des instances qui ont été aussi mises en place, pour travailler les attributions, les relogements, les attributions, les relogements notamment qui ont pu être importants. Et j'ai en tête là une ville où justement ils ont mis en place des groupes de suivi locaux sur la question des attributions et des relogements. Donc ce qui existe, il va falloir l'identifier et puis se demander comment ça va venir s'articuler. Et s'articuler, bien évidemment, ensuite au travail des cales elles-mêmes. Donc quand on installe, au fond, la CIL, ce sont tous ces éléments-là qu'il faut avoir en tête. Et bien évidemment, tout ça, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. C'est du temps. Encore une fois, je le répète, l'important, c'est de penser à ce travail partenarial et la façon dont il peut être amélioré, parce que je pense que vous n'êtes pas engagé sur 1 an, sur 2 ans, mais sur 5, 10 ans pour travailler sur ces questions.